Nous avons beaucoup de sujets à aborder dans ce numéro de PAF. Et pour le faire, heureusement, il y a Anne-Charlène Bézina. Bonjour Patrice. Duclerc. Oui, Voilà. c'est vrai. Comment ça va? Bien. Et vous? Très bien. Très bien, très bien. Alors, vous enseignez toujours le droit? Rien n'a changé. Rien n'a changé, maître de sciences conférence. politiques. Oui, voilà. oui. Donc tout va bien. Beaucoup de choses à dire. Et on va parler justement de la situation des étudiants. Est-ce qu'elle est aussi dramatique qu'on a l'air de le penser ou de dire? Et on en parlera aussi avec Stéphane Manson. Bonjour Patrice. Bonjour, toujours professeur à l'université de droit de Saint-Quentin, Versailles. Saint-Quentin, en Yvelines, Paris-Saclay. En toute simplicité. Voilà, hein, tout va bien. Oui, alors on va parler justement de la situation de l'université, des étudiants notamment, mais il y a aussi toute une situation sociale importante à aborder. Et on va en parler aussi avec Jean-Charles Lajoigny. Bonjour. Qui est toujours éditeur. Personne ne change de métier au fond dans cette... oui, tant que ça dure. Hein. Les gens lisent des livres toujours. Donc, mais vous n'enterrez jamais le passé? Jamais. C'est une décision ferme et définitive. Non, on n'enterre jamais le passé, c'est le dernière publication. Voilà, c'est le dernier livre qui vient de sortir de Nicolas Duplessis. Alors c'est un roman, celui-là vous devriez l'adorer, enfin comme tous les autres d'ailleurs, je sais bien que vous êtes fanatique, mais celui-là c'est un roman garanti sans gilet jaune, sans voile, donc ça fait plaisir. Quoi. Donc, ça change un peu de l'actualité. C'est un peu une bulle une très belle, une histoire assez classique mais très drôle, écrite de façon très cinématographique par un jeune auteur qui en a sous le pied, comme on dit. D'accord, c'est son premier roman? Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième, mais c'est le meilleur, parce qu'il est chez nous. Donc, Nicolas Duplessis. Duplessis. On n'enterre jamais le passé, ce qui est assez vrai. Est-ce qu'on enterre d'ailleurs le passé, puisque ça fait 1 an que la crise des Gilets jaunes commençait, et on voit aujourd'hui une situation sociale très, très mouvante, très, très difficile, avec cette idée peut-être que la France est en train d'échapper au pouvoir à Emmanuel Macron. On va avoir ce grand mouvement dans la SNCF notamment à partir du 5 décembre, mais il y a aussi la grève dans les hôpitaux, mais il y a aussi la situation dans les universités. Peut-être on va commencer par ce mouvement prévu du 5 décembre. Alors, beaucoup de gens disent que ça va être un tournant pour le quinquennat. C'est là qu'on va voir s'il va résister ou pas, si les grèves vont prendre ou pas. Qui veut parler Oui, enfin, moi je suis catastrophé, mais je suis quand même un peu optimiste. J'espère que ça va être beaucoup moins fort et beaucoup moins catastrophique pour la France qu'on peut le craindre. Parce que, bon, je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas cheminots, qui ne sont pas à la RATP, qui ne prennent pas leur retraite à 53 ou 54 ans, et qui vont peut-être en avoir ras-le-bol aussi de cette prise en otage permanente, et de dire, bon, il faut quand même que les choses changent. Il y a quand même un moment, il faut quand même arriver à réformer un peu ce pays, etc. Donc, il y a peut-être un moment, la raison va l'emporter, quoi. Je veux dire, alors, on va nous parler de la clause du grand-père. En fait, ça, c'est très bien. Peut-être c'est une porte de sortie pour le gouvernement. C'est très bien pour les retraites. Mais il va bien falloir que ces régimes changent. Enfin, je veux dire, on peut pas rester comme ça. Ça paraît totalement aberrant qu'après tout le monde essaye de s'agglomérer à ces revendications. Enfin, je vois du tout pourquoi les étudiants iraient se coller avec les gens de la RATP et de la SNCF. Si le souci des étudiants maintenant c'est leur retraite, enfin à 18 ans, c'est encore plus catastrophique qu'on peut le penser. Justement, est-ce on verra ce que ça donne, mais est-ce qu'on n'exagère peut-être pas les conséquences de ce mouvement en oubliant quand même que ça concerne le public, qui n'est pas toute la France. Hein. Il y a le privé est plutôt pas gréviste, pas revendicatif, non? Vous me regardez? Je vous regarde en disant cela. Le public, le public vous qui appartenez au service public. Le public vous aime. Mais bien sûr, le service public. Non, mais c'est vrai, c'est assez particulier. C'est la SNCF. Bien sûr. Allez-y, parce que je vais mourir sur place avant. Voilà. Non, mais vous n'avez pas tort. Le service public, il est évidemment beaucoup plus visible, au regard, en tout cas, de ces services publics-là, qui, pour l'instant, sont partiellement, ou du moins, en situation de monopole et qui... mais enfin, ça ne durera pas, avec des situations qui... Jean-Charles, sur le fond, a raison, avec des situations qui ne peuvent pas rester en l'état, au regard de multiples paramètres qui, eux, évoluent. L'allongement de la durée de vie, le caractère moins pénible que jadis de certaines tâches, le conducteur de train met de moins en moins de charbon dans la chaudière, et encore, c'était pas le conducteur qui l'y mettait. Alors, ça a évolué depuis, il faut pas non plus exagérer aussi, dans l'autre sens. Bien sûr.
Mais alors il y a aussi une agrégation politique. Jean-Charles parlait des étudiants, etc. Alors ce sont certains étudiants et certains mouvements étudiants et pas d'autres. Il y a une convergence des luttes. J'y crois pas. Il y a des Français qui pensent qu'en effet le mouvement va continuer, va s'amplifier. Et il y a même une majorité de Français qui pensent ça. Mais est-ce qu'ils ont raison de le penser? Tout cela pose aussi la question de la représentation et du paysage politique d'aujourd'hui qui ne reflète pas exactement, pas encore, l'état de l'opinion et de manière encore plus profonde comment dirais-je, le paysage philosophique, politique français. Il n'y a pas en miroir une représentation qui se conforme à cela. Ouais. Voilà, la social-démocratie a disparu. L'opposition d'aujourd'hui, c'est d'un côté les populistes nationalistes et de l'autre l'extrême gauche. Donc, ce sont a priori deux ensembles qui, à l'origine en tout cas, n'étaient pas voués à gouverner. Ce ne sont pas des ensembles de partis de gouvernement. Et il y a donc un gap qui, me semble-t-il, est assez préoccupant de ce point de vue. C'est ce que, pour moi, cela. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'évacuation du conflit. Il n'y a pas de porte-voix, il n'y a pas de transformation de ces luttes sociales dans le discours politique. C'était un peu, d'ailleurs, ce qui avait fait la force des Gilets, enfin, la force et la faiblesse des Gilets jaunes, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'issue politique. C'est pour ça que je me demande si ce mouvement est vraiment le bon pour justement cette manifestation sociale. Moi, j'ai tendance à penser que c'est une grève des cheminots, une grève de la SNCF. C'est un euphémisme en quelque sorte, et que donc bon, ça va suivre son cours, mais je suis pas certaine que ça soit l'ampleur des actes 26, 34 des Gilets jaunes qu'on a pu avoir l'année dernière, parce que justement la force des Gilets jaunes, c'est d'avoir été complètement inopiné, c'est-à-dire que tout le monde disait que ça allait, voilà. Et j'ai l'impression que, au contraire, quand c'est organisé, les mouvements sociaux, même qu'avait voulu organiser Jean-Luc Mélenchon au moment des ordonnances, toutes ces révoltes dont on entend trop parler à l'avance, à mon avis, sont pas forcément celles qu'il faut craindre le plus. Donc moi, je suis pas certaine que ça amène à la révolution escomptée. Quant au fond, totalement d'accord sur la nécessité du changement. On peut pas continuer comme ça économiquement, et pas seulement économiquement. Voilà, des données évoluent, on l'a dit, donc. Après, je crois quand même qu'on est dans une France du petit précaré. Il y a qu'à regarder le nombre de niches fiscales. Alors, on va peut-être en reparler de ça parce que c'est intéressant. Mais c'est vrai quand on parle du 5 décembre, évidemment, la comparaison avec laquelle on regarde ça, c'était la situation de 95, avec là où la population alors avait suivi et approuvé le mouvement. Est-ce qu'on est la question elle est ça, est-ce qu'on est encore en 95 ou pas, quoi? Non, mais ce qu'il y a, c'est que surtout en 95, il y avait quand même quelques revendications, alors que là, il n'y a rien, il y a une sorte de ras-le-bol plus ou moins mal exprimé. Mais c'était aussi le même genre de réforme, oui, etc. Mais enfin, autour de ronds-points, on ne sait absolument pas ce que les gens veulent, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas, je veux dire, c'est presque... Ah si, les cheminots, c'est un peu... Oui, non, les cheminots, je parlais des Gilets jaunes. Mais quand je parlais de 95, c'était en effet une grève du service public qui avait été suivie par une grande majorité de l'opinion. Voilà, mais c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la clause du grand-père, c'est probablement ce qui va hélas arriver, c'est-à-dire que ça reporte la vraie réforme dans plus de 45 ans, parce qu'on va dire seulement le gars qui rentre à 19 ans ou 20 ans à la SNCF, alors lui il aura une retraite comme les autres. Bon, voilà, mais je veux dire, ça fait... Est-ce que franchement l'État et la France a de quoi payer encore ces déficits qui s'accumulent à la SNCF, à la RATP, pour payer ses retraites pendant 45 ans? Enfin, ça me paraît fou. Puis est-ce que les gens vont le supporter? Est-ce que les gens du secteur privé, est-ce que tous les autres vont dire, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ces privilèges qui restent? Mais justement, oui, est-ce qu'il n'y a pas une coupure entre le privé? C'est la même chose. En effet, c'était la réforme des régimes spéciaux qui avait fait qu'on en était arrivé dans la rue en 95. C'était quasiment le même point d'accroche. Néanmoins, je suis pas sûre qu'on soit complètement dans la même donne, notamment par rapport à la réforme elle-même, qui a quand même été peut-être un petit peu mieux amenée dans l'opinion. Et il faut savoir que moi j'ai passé... Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'est cette réforme. Alors, voilà. Moi j'ai passé la soirée d'hier à essayer de travailler pour notre émission, et Dieu sait si vous êtes une travailleuse. Voilà, évidemment, j'aime faire les choses bien. Mais... Je trouve qu'on ne trouve rien encore dans cette réforme. On ne sait pas très bien. Le projet de loi est totalement
On ne sait pas si c'est la pérennisation des retraites, si c'est l'égalité entre les régimes, si c'est... On parle d'un régime universel, mais ça, profondément, ça ne veut rien dire. C'est justement... Il y a eu deux grandes volontés de la technocratie en France, qui arrivent un peu. La première, c'était le prélèvement à la source. Et la deuxième, c'est l'unification des régimes de retraite. Et au fond... Est-ce que les Français ne sont pas attachés à leur régime particulier? C'est-à-dire, ceux qui bénéficient de petits avantages, ils n'ont pas envie d'arriver dans le droit commun. Est-ce que c'est une bonne idée, finalement, de vouloir l'égalité de tous? Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans un régime comme ça, où chacun a son petit précaré, ses petits avantages, et où, finalement, tout le monde est à peu près satisfait? Financièrement, ça ne tient pas. C'est tout. Mais c'est juste ça. Ça ne peut pas tenir. Pourquoi est-ce qu'on continuerait à subventionner le régime des retraites de la RATP ou de la SNCF? Il n'y a aucune raison. Oui, mais les médecins ne sont pas très satisfaits de devoir donner ce qu'ils ont cotisé à d'autres caisses de retraite, par exemple. Mais les avocats non plus. Sauf que les avocats, ça ne coûte pas un centime à la collectivité, puisque c'est un régime autonome qui fonctionne. Je veux dire, ils récupèrent de l'argent, oui, mais si on les met dans un régime global. Non, mais on peut comprendre que eux, ils disent, ok, nous, on fait notre petit truc, on se débrouille, on ne demande rien à personne. Ok, ça c'est concevable. Si demain la RATP ou la SNCF ou les cheminots disent, ok, on va se débrouiller tout seul, on vous demande rien, on va cotiser ce qu'on veut, on redistribuera, ça ne coûtera rien aux autres. Alors là, chacun fait ce qu'il veut, très bien, ça c'est respectable. Mais c'est pas envie, moi, de payer pour la retraite du cheminot plus que pour la mienne. Enfin, je veux dire, je ne vois, ça me paraît insensé. Il faut savoir que c'est quand même le fonctionnement même du système de retraite, c'est qu'on n'est pas dans un système de capitalisation par points où on finance sa propre retraite. Absolument. On est assez fiers de dire justement qu'on est dans un système de solidarité, donc normalement on ne finance pas notre propre caisse. Donc sortir de l'individuel, ça fait quand même partie du deal au départ. Donc, je suis d'accord, mais à ce moment-là, que si on fait ça, et je suis tout à fait prêt à payer la retraite des cheminots, si le cheminot prend sa retraite en même temps que la mienne. Voilà, mais c'est tout. Mais s'il la prend 10 ans avant, non. Je veux dire, on n'a pas l'argent pour le faire. Donc, il faut arrêter de penser qu'on aurait de l'argent pour tout. C'est le vrai problème, c'est le seul problème de la société. On peut toujours dire, on en reparlera peut-être tout à l'heure, les bourses pour les étudiants. On ne peut pas donner des bourses à tous les étudiants. Donc, on ne peut pas payer des retraites en or à tout le monde et dire à tout le monde, peut-être ça serait idéal que tout le monde prenne sa retraite à 50 ans, des gens qui seraient ravis. On ne peut pas le faire financièrement, c'est tout. Moi je suis d'accord sur le principe de pas avoir de micros-avantages qui se multiplient. Néanmoins, moi, je suis pas sûre que ça soit vraiment ça qui cause le déficit actuel de la sécurité sociale, de tous les comptes publics. Je crois qu'on est quand même assez loin du compte. Démographique, il y a plein de facteurs qui entrent en compte, enfin, qui sont différents. Et d'ailleurs, pour l'instant, le régime n'est pas en difficulté financière majeure. C'est dans l'avenir que de toute façon ça ne sera pas jouable par rapport à l'allongement de la durée de vie, par rapport à ce système peut-être même ce système solidaire qui doit peut-être s'arrêter parce qu'on continue à financer dans le vide et que ça ne sera pas tenable sur l'avenir. Néanmoins, moi, sur la question des petits précarés, ce qui me gêne un petit peu, c'est justement ce principe d'égalité, c'est qu'on essaye de tous vouloir la même chose en permanence et à la fois on est pourtant attaché à avoir quelque chose de totalement différent de son voisin à chaque fois. Donc il y a quand même des dogmes assez contradictoires dans la volonté des Français que moi j'arrive pas forcément à comprendre et il y a qu'à regarder la somme de niches fiscales, je crois qu'il y en a 457 pour cette année pour les foyers fiscaux particuliers. Je suis pas sûre qu'on puisse continuer comme ça. Chaque fois qu'on s'y attaque, vous voyez bien la réaction des c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi une volonté comme ça qui part plutôt d'un bon sentiment, mais qui est quand même peut-être une volonté technocratique de tout unifier. Au fond, le vieux débat entre la France jacobine et la France girondine, on le retrouve souvent, non? Vous ne trouvez pas, Stéphane? Oui, enfin, ça c'est un peu... Pardonnez-moi, c'est un peu caricatural. C'est un peu... Girondin, jacobin, etc. On force le trait. Mais vous avez raison. C'est pédagogique. Non, moi, je une nature jacobine. Oui. Mais ceci... Vous qui êtes jacobin, c'est pour ça. Oui, mais ceci posé, on peut pas, enfin, un système uniforme pour tous, c'est de toute façon pas possible parce que les situations sont très très différentes. Prenez nos situations à nous, où nous entrons sur le marché du travail extrêmement tard. Alors d'ailleurs, les régimes de retraite de la fonction publique, je vous avoue que
Pourquoi prendre en considération les 6 derniers mois et pas les 25 dernières années? Je sais pas. C'est les 6 derniers mois pour vous? Oui, c'est très favorable. Oui. Alors peut-être parce qu'on rentre très tard, mais c'est pas le cas de tous les fonctionnaires. Nous terminons tard. Notre durée de travail va s'allonger. C'est 65 ans aujourd'hui, ça sera 67 dans pas longtemps. Et puis c'est parfois pour certains d'entre nous jusqu'à 68, 69 ans. Et je trouve ça parfait. Là encore, on pourrait peut-être laisser les gens décider aussi. Alors ça serait bien, mais ce qui y a de bien, c'est que chez nous, ça s'équilibre peut-être. Oui, c'est que chez nous, les retraités sont jamais totalement dehors, on les fait revenir. Absolument. Non, mais dans les métiers plutôt intellectuels. Oui, on n'est pas forcé d'arrêter à 60 ans. Non, parce que la plupart du temps, on pousse pas un wagonnet au fond d'une mine. Oui. Puis c'est pas pénible. Bien au contraire. Bien au contraire. Mais il y a encore de nombreux métiers avec des gens qui commencent à travailler très tôt, dont le travail est extrêmement pénible. Il est logique que les départs se fassent plus tôt. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même oser poser la question du système actuel. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un système à ce point-là solidaire de redistribution? Est-ce que finalement, si on était au choix de chacun, avec une retraite par points, voilà, je crois qu'il y a quand même des choses à poser sur la table. Ils le font déjà d'ailleurs. Très bien, mais moi je suis tout à fait en phase avec ce que dit le Premier ministre. Alors Philippe, il dit, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi un chauffeur de bus à Marseille prend sa retraite à 60 ans et un chauffeur de bus parisien peut prendre sa retraite à 53 ans? Ils conduisent le même bus, il y a autant de quartiers difficiles à Marseille qu'à Paris, il y a autant de jets de pierre, il y a autant d'incivilités, il y a autant de quartiers agréables, il y a autant de choses. Pourquoi cette différence? Et là, Marseille, il y avait comment ça s'appelle le fini, on arrête là. Ah non, ça c'est parti. Ça c'est pour les poubelles. Non, mais qui est un truc formidable. Et là, on recentre les débats. C'est pas entre des intellectuels et des manuels. C'est pas entre Marseille, la vie est plus cool. Non, mais c'est démentiel. Là, on voit bien qu'il y a une réforme évidente à faire parce que ce n'est pas normal. Là, il y a un problème d'équité. Oui, mais très bien, très bien l'équité, mais l'équité, elle va toujours vers la situation la plus difficile. C'est-à-dire que Philippe Martinez de la CGT, là, c'est exactement ce qu'il dit. Non, mais il dit. Oui, alors. Vous êtes un caricatural. Non, c'est ce que Martinez a dit. Mais dans l'esprit des gens, la réforme, c'est quelque chose qui complique la situation actuelle plutôt que de l'améliorer. Vous dites, voilà, pourquoi il n'y a pas égalité entre ceux qui partent à 50 ans et ceux qui partent à 60 ans, mais personne ne propose que tout le monde parte à 50 ans. On propose que tout le monde parte à 60 ans. Oui, mais, donc, évidemment, pour des gens, il y a une perte. Ah oui. Oui. C'est pas, on n'améliore pas leur situation, on la rend plus difficile plutôt. C'est ça, non? On n'est pas chez les bisounours. Non, mais je sais bien que c'est peut-être nécessaire, mais dans la façon dont les gens appréhendent cette situation, ils ont l'impression qu'on leur demande plus. C'est un peu ça les réformes. La retraite de Polanski, est-ce qu'on en parle? On va en parler. On va parler dans quelques instants. Mais justement, alors il y a le mouvement à la SNCF. Alors quelqu'un disait l'autre jour, on a donné 35 milliards pour rembourser le déficit de la SNCF. Si on les reprenait, et qu'on le mettait dans les hôpitaux. C'est pas mal. Ce qui est pas. Non, parce que là, pour le coup, la grande dans les hôpitaux. Il est question que la dette de 30 milliards soit. Oui, alors je pense qu'il va y avoir des mesures qui vont être prises mercredi, mais là, pour le coup, je ne sais pas s'il y aura un lien entre justement l'opinion et les cheminots. Pour les hôpitaux, tout le monde se sent concerné parce que tout le monde a peur de la maladie, tout le monde connaît quelqu'un qui a été hospitalisé, tout le monde peut avoir eu affaire aux urgences où il faut attendre de plus en plus. Et là, c'est un vrai problème, non? Et là, c'est 20 ans ou 30 ans d'incurie. C'est pas maintenant. Hein. Et donc, voilà, la question ne date pas d'il y a 3 ans. Et c'est vrai, parce que nous, hélas, nous, les nôtres, nous avons forcément eu à un moment donné à fréquenter, nous aurons à fréquenter le service public hospitalier, peut-être de manière à plus grande échelle que la RATP ou la SNCF, qui concerne Paris n'est pas la France. Et la situation des soignants est épouvantable, elle est terrible. Et c'est un service public. Et pour le coup, c'est un service public qui peut-être est assez différent de beaucoup d'autres. Moi, j'estime que la priorité est sans doute là. Notre service public de l'enseignement supérieur, on ne sauve pas des vies. Alors ça représente 1,3% du PIB, c'est rien, tout ce qu'on veut, etc. Oui, d'accord. Mais la priorité n'est pas chez nous, elle est là.
avec des agents du service public qui sont pour la plupart d'entre eux, et chacun peut le constater, exemplaires, dévoués, mais un mécanisme, une institution qui fonctionne sur le fondement du dévouement est extrêmement fragile, et la preuve. Oui, parce qu'on a joué beaucoup avec ce dévouement des personnels, avec le fait, ça marche un peu. De toute façon, ils feraient leur boulot même dans des difficultés. Et ils le font, avec un brassard en grève, mais ils font leur travail, et ils le font parfaitement. Parfaitement. Bon, donc, s'il y a une priorité, évidemment, c'est celle-ci. Je crois aussi qu'on a un État qui est trop rentré dans la logique du désendettement en général. Alors évidemment, ça devient une priorité, mais ça peut expliquer aussi cette réforme des retraites par l'uniformisation la plus totale. Si le doit devenir rentable, c'est vrai. Et c'est un peu, moi je pense, le risque qu'on a pour les prochaines années pour ce type de service public, c'est que évaluer tous les services publics de la même façon et faire rentrer tout le monde dans une logique de l'économie n'est pas possible. Au moins pour ce type de service public-là, je crois qu'on peut pas raisonner avec les concepts qu'on a actuellement. Il y a une vraie question du service public, de la place du service public. Dans les revendications des Gilets jaunes, il y avait ça aussi, il y avait l'éloignement des services publics, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une dégradation du service public depuis, alors, dites 20 ans, je ne sais pas comment on peut la dater, mais depuis quelques années, que le service public n'est plus à la hauteur de ce que c'était. Avec des impôts qui sont pourtant qui augmentent. Il y avait, si vous voulez, une revendication qui porte à dire moins de taxes, plus de services publics. Il y a comme un problème. Il y a un problème. Moi, payer pour le service public tant que je peux, et en fonction de ce que chacun peut, moi, ça me gêne pas. Au contraire, au contraire. Et en effet, le service public hospitalier, on n'a pas à raisonner en termes de rentabilité. Le service public n'est pas là pour faire de l'argent. Il est là pour rendre un service. Et c'est à la collectivité, à la solidarité nationale d'assumer. Mais enfin, point trop n'en faut non plus, évidemment. Mais c'est aussi pour ça que je pense que politiquement, ça apparemment peu de rapport, mais la privatisation de la Française des Jeux, la privatisation de l'aéroport de Paris me semble plutôt de bon augure, parce que je préfère que l'État s'occupe de l'hôpital, que l'État s'occupe de l'armée, que l'État s'occupe de la police, qui est vraiment son rôle. Est-ce que c'est le rôle de l'État de s'occuper de la Française des Jeux? Non. Est-ce que c'est le rôle de l'État de s'occuper du duty-free de Roissy? Non. Voilà. Et je pense que là, c'est vrai qu'il y a une redéfinition c'est plutôt une bonne définition des fonctions régaliennes de l'État, et importantes de l'État. Pas très intéressant. Donc on est peut-être sur la bonne voie. Et puis juste terminer là-dessus, mais j'écoutais ce matin en venant, il y avait un truc à France Inter et qui est pourtant fait par un journaliste qui est pas fondamentalement de droite, Thomas Legrand, qui parlait de l'état de la 57, non 67 de l'état des hôpitaux en 67. Ce que j'ignorais totalement. En 67, il n'y avait pas de chambre privée dans les hôpitaux, et il passait des interviews de 67 de l'époque d'un grand prof de médecine et d'une infirmière qui étaient, mais exactement, on avait l'impression que c'était aujourd'hui. Des infirmières qui se plaignaient, mais vous parliez de dévouement tout à l'heure, écoutez, on veut bien travailler 24 heures sur 24, on a une seule journée de repos par semaine. Le professeur de médecine qui était là en train de dire, mais écoutez, on a une salle commune de 40 lits, ils sont 76 dedans. Voilà, donc on revient aussi de loin. Alors c'est vrai qu'il y a eu 30 ans ou 40 ans de trucs pendant lesquels ça n'a pas été terrible, mais voilà, 67, c'est pas si loin que ça. Et quant à la gauche qui soutient le mouvement, il faut dire que les 35 heures n'ont pas facilité la situation dans les hôpitaux. Voilà, l'université et le malaise des étudiants, enfin le malaise, oui, cet étudiant qui s'est immolé, évidemment, ça c'est très spectaculaire, mais il y a la question de la précarité des étudiants. C'est vrai que je disais une statistique, là, il y a une majorité d'étudiants qui travaillent pour payer leurs études et qui travaillent plus qu'à mi-temps quand même, ce qui est quand même plus de la moitié. Ouais, plus de la moitié. Oui, plus de la moitié des étudiants travaillent plus qu'à mi-temps. Plus qu'à mi-temps, voilà, c'est ça. Pardon, je m'étais mal exprimé. Non, c'était ça que je voulais dire, oui. C'est quand même un vrai problème, non? C'est un vrai problème, mais il ne faut pas non plus considérer que rien n'a été fait. C'est pas assez. D'accord. Mais il y a eu une prise de conscience réelle, alors qui, comme souvent, a été, comment dirais-je, les pouvoirs publics ont pris conscience de cela à contre-temps, c'est-à-dire qu'on a massifié, j'aime pas cette expression, mais enfin c'est consacré, l'enseignement supérieur au début des années 1980. La période qui précède les années 80, c'est, pour résumer, 250 000 étudiants en France. Il y en a aujourd'hui 2,5 millions. Oui, c'est ça, oui. Bon.
il a fallu construire des logements universitaires, mettre en place des systèmes de bourse un peu plus perfectionnés, des restaurants universitaires, des bibliothèques, etc. Et des amphithéâtres, et des IUT, et des antennes de et des universités aussi qui sont et des universités, etc. Aujourd'hui, on les regroupe, on les réduit. Mais c'est pas assez, ça c'est très clair. Mais on peut pas non plus considérer que rien n'a été fait. Et d'autre part, permettez-moi d'ajouter, au regard de cette situation qui est symboliquement épouvantable, cet étudiant qui s'immole, etc. Enfin, c'est un truc cauchemardesque, c'est horrible. Mais on ne peut pas non plus justifier le discours qui a été entendu à la fac de droit de Lille en début de semaine, au titre duquel Hollande qui a été interdit de conférence. D'abord parce que les censeurs ont toujours tort d'où qu'ils viennent et que le syndicat solidaire qui se permet de faire une intrusion dans un amphithéâtre, de dégrader le matériel, de déchirer des bouquins et de dire Hollande assassin, dans une enceinte universitaire, qui est une enceinte, de mon point de vue, qui est un lieu sacré, où la liberté de parole, la liberté d'expression, la liberté de penser, la libre confrontation des opinions dans le respect de l'autre, doit pouvoir s'exprimer. S'il y a un lieu dans notre société, je le dis et je le redis, où ça doit toujours être possible, c'est à l'université. Bien sûr. Et donc, ce que l'on voit, et j'ose relier ça à ce qui se passe depuis un certain temps. Alors, c'est assez régulier, c'est assez récurrent, mais ça devient très pénible et, de mon point de vue, très dangereux. Cette censure qui est le fait, non plus, comme jadis, des gouvernements ou de l'État. Nous avons un statut très protecteur qui, de mon point de vue, est plus protecteur encore pour notre indépendance et notre liberté que celui des magistrats, par exemple. Nous sommes inamovibles, nous ne sommes pas inspectés, nous ne sommes pas notés, nous ne recevons d'ordre de personne. Nous avons un statut très protecteur. Et tant mieux. Et tant mieux. Et c'est le cas dans la plupart des universités. Parce que c'est la dignité de l'université qui a pour reprendre une vieille expression. Bien sûr. Mais les entraves à nos libertés fondamentales d'universitaires et au-delà de citoyens, elles sont aujourd'hui portées non plus par le pouvoir politique, mais par certains mouvements, certaines factions de ce type-là, et c'est parfaitement insupportable. On annule une conférence de Sylviane Agacinski, qui n'est pas la pire des extrémistes, c'est scandaleux. parce que elle porte et vous avez raison de dire qu'en plus c'est symbolique et scandaleusement symbolique que ça se passe dans ce lieu-là. C'est parfaitement insupportable. Absolument. Et là, j'ose le dire, l'attitude de nos collègues présidents d'université laisse quand même à désirer. Alors, la CPU, Conférence des présidents d'université, a fait un communiqué la semaine dernière à propos de l'affaire Agacinski en disant, mais finalement, ce qui se passe, c'est qu'on reporte ces événements, mais on les annule pas vraiment. Ce qui est vrai sur le fond. Mais on a aujourd'hui, dans notre état de droit, les moyens de faire en sorte qu'une conférence, qu'un débat puisse se tenir en dépit des menaces qui sont parfaitement inacceptables. Tout cela ne doit pas éluder la situation tragique de cet étudiant, la question de la précarité étudiante, mais ces amalgames, ces raccourcis, cette censure, elle est insupportable. Charlène, sur ce sujet, je trouve qu'on... Oui, tout à fait. Moi, je trouve qu'on en fait peut-être un petit peu trop sur cette... Alors, c'est affreux de dire ça, évidemment, la situation est dramatique. Beaucoup d'étudiants sont dans une situation précaire, financièrement, socialement, etc. Mais je pense qu'on en fait un petit peu trop sur cette précarité. Moi, je crois qu'on offre dans le Cénacle universitaire des conditions de développement qui sont réelles et que nous ouvrons même beaucoup d'outils qui ne sont absolument pas sollicités. Donc moi, j'ai le sentiment que les mouvements universitaires, bien plus que les étudiants eux-mêmes, mais les mouvements étudiants, la syndication assez rapide qu'on leur propose est un peu dangereuse, dans le sens où on a le sentiment que c'est un âge où ils se cherchent un petit peu et que ces différents mouvements portent des projets très contradictoires. On soutient les gilets jaunes, on ne les soutient plus, on essaye de faire des révolutions dans tous les sens. Et moi, je suis un peu... hostile à tout cela. Je crois qu'il faut écouter les revendications qui sont importantes de conditions de vie, mais au-delà de ça, je crois qu'on
on a aujourd'hui des conditions de développement qui sont assez intéressantes et qu'il n'y a pas du tout une crise de l'université, pas du tout en termes de propositions, pas du tout en termes d'encadrement. Voilà, si on passait le temps qu'on a à détruire les amphithéâtres, à écouter ce qui est dit à l'intérieur, on pourrait en gagner beaucoup, à mon avis. C'est d'ailleurs pas la section de l'enseignement qui est le plus en crise. Non, enfin, qui est pas du tout. D'ailleurs. Non, enfin, c'est aussi un choix de société. Hein. 1,3% du PIB, c'est un choix. Un choix. Mais c'est un choix qui comporte des risques. Voilà. Sur ce sujet, non, il y avait juste, puisque vous parliez de violence, il y a quand même un sondage qui est assez intéressant, c'est que je crois que c'est 6% des Français, ça fait à peu près 4,5 millions, trouvent normal qu'on s'attaque au mobilier urbain dans les manifestations, qu'on casse et soutiennent les casseurs. Ça doit donner à peu près la proportion d'abrutis qu'il y a dans chaque pays, quoi. Donc voilà, donc on a 6% de. Il y a hélas un autre. C'est vrai qu'il n'y a pas de sondage qui dise combien il y a d'abrutis. Est-ce que vous reconnaissez vous-même qu'on a d'abrutis, etc. On le sait. Grâce à ce genre de sondage, voilà, on est au courant. Rosan Vallot a fait un bouquin, Le peuple introuvable. Vous savez, voilà, c'est des abrutis introuvables, mais on les voit surgir de temps en temps. De temps en temps, voilà. Alors, vous le demandiez, on va y passer, c'est la polémique, c'est l'affaire Polanski. Alors, avant de parler, évidemment, il y a la sortie du film J'accuse. Je vous propose de regarder la bande-annonce et puis on parle après de tout ce qui entoure la sortie de ce film. Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison. La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres. Vous êtes désormais responsable du renseignement. Mon colonel, Si nous découvrons que Dreyfus n'est pas de traître, je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée. Bon Dieu, mon colonel, laissez tomber. Ce sont eux les chefs. Nous suivons leurs ordres. Je ne veux pas d'une autre affaire Dreyfus. Ce n'est pas une autre affaire Dreyfus, mon général. C'est la même. où est le dossier secret sur Dreyfus? Désormais, je m'en chargerai personnellement. On intercepte mon courrier. Je suis constamment suivi. Peux-tu prouver tout cela? Je voudrais éviter un scandale. C'est déjà un scandale. Tu devrais quitter Paris quelque temps. Et toi? J'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Émile Zola. Quelqu'un doit exposer toute l'histoire. En tant qu'officier d'actif, je ne peux rien écrire là-dessus. Vous, non. Mais moi, si. Demandez, Laurent, demandez. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billon d'avoir eu les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports frauduleux. Traître! Quand une société en est là, elle tombe en décomposition. J'accuse donc de Roman Polanski qui raconte l'affaire Dreyfus du point de vue du commandant puis colonel Picard, qui va d'ailleurs devenir à la fin ministre de la guerre. Et Picard est un antisémite. Dit d'ailleurs, il fait dire du jardin, j'aime pas les juifs. Enfin, c'est un antisémitisme très, très français, très culturel. Et pourtant, contre sa hiérarchie, contre les ordres qu'il a, et quand il s'aperçoit que l'affaire Dreyfus a été montée de toutes pièces, il va sortir les documents, il va lui-même au péril quand même de sa carrière, puisqu'il va lui aussi faire connaître la prison, et il va sauver Dreyfus. Alors après, est-ce que, pour quelle raison il l'a fait, ça les historiens sont plus partagés là-dessus, mais c'est un excellent film. Mais voilà, pollué par des accusations nouvelles de viol contre le cinéaste par une ancienne mannequin qui s'appelle Valentine Monnier. Et on voit bien que beaucoup notamment dans le milieu du cinéma, beaucoup de jeunes, Garel, qui joue Dreyfus d'ailleurs dans le film, n'est pas venu à la dernière projection privée, si je peux dire, avant le lancement du film. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais commencer par vous, Jean-Charles. Plein de choses. Mais juste avant toute chose, je voulais juste signaler un papier passionnant dans le Figaro du
14 novembre, qui raconte la position du Figaro sur l'affaire Dreyfus. Et c'est absolument passionnant parce qu'en fait, ce que je ne savais pas du tout, c'est que le Figaro a donné à l'époque trois fois de suite ses colonnes à Zola et a soutenu Dreyfus très vite. Et puis, à un moment, effectivement, a arrêté au mauvais moment, où ça... Parce que les lecteurs du Figaro étaient furieux de la position du Figaro. Oui, le Figaro était quand même, avait un lectorat plutôt catholique. Voilà. Non, mais c'est incroyable, parce qu'en fait, ils ont soutenu Dreyfus pendant les 4/5 de l'affaire, et au moment où ça allait basculer, ils ont fermé les colonnes à Zola, qui du coup, t'allais retrouver Clémenceau, mais c'est marrant, ce point d'histoire est intéressant. Dans l'Aurore, voilà, qui était le journal de Clémenceau. Mais c'est un point d'histoire intéressant. Non, alors, sinon, sur Polanski, il y a deux choses. Il y a cette condamnation qui l'empêche d'aller aux États-Unis, parce que sinon il sera... Il l'empêche d'aller dans beaucoup de pays, d'ailleurs. Voilà, il sera embastillé, tous les pays qui ont des accords d'extradition avec les États-Unis, en fait, qui accepteraient de le livrer. Donc ça, c'est effectivement un problème à part, et c'est un problème effectivement assez scandaleux. Il était condamné, il a violé quelqu'un, il l'a reconnu, il a été jugé coupable. Bon, donc ça, c'est un vrai scandale. Après, les accusations des deux nouvelles, les deux nouvelles accusations, si c'est vrai, c'est terrible. Si c'est pas vrai, c'est horrible pour lui. Moi, je trouve qu'il y a aussi, comme dans un état de droit, c'est que on peut quand même attendre que la justice se prononce, d'une part. Avec la présomption d'innocence. Ah là, maintenant, je veux dire, avec le mouvement MeToo, la présomption d'innocence, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Enfin, je veux dire, c'est contradictoire. Soit on balance son porc, soit on est pour la justice. Mais évidemment, les deux sont pas compatibles. Ce qui est totalement scandaleux. Et puis, personne ne conteste. Enfin, et peut-être qu'elles ne sont pas contestables, d'ailleurs. Mais les paroles, les accusations, quand c'est mis devant la justice, il y a une enquête. Voilà. Comme là, il y a des prescriptions. Oui. Ça peut pas être passé devant la justice, donc c'est vrai qu'on est obligé de prendre pour argent comptant les accusations. Absolument. Et alors quelqu'un dit, il y a 40 ans, je faisais du ski, je me suis fait violer par. Mais si c'est vrai, c'est absolument horrible. Mais attendons peut-être qu'on ait un soupçon de truc, parce que sinon c'est monstrueux. Et puis alors au-delà de ça, que maintenant des fascistes féminines interdisent aux gens d'aller voir le film, interdisent. Mais on est au-delà du scandale. Mais tout à l'heure vous le disiez, qu'est-ce que c'est que ces censeurs qui s'érigent comme ça? Ils ont une idée, alors qu'elles manifestent, qu'elles se payent des pages de pub dans les journaux. Même un avocat, je disais ça, qui dit, évidemment, l'État finance le cinéma, et il disait, en finançant le cinéma de Polanski, on finance le viol. Oui, mais alors, mais bientôt, il va y avoir un comité de salut public au CNC qui va dire, alors là, oui, mais ça c'est un sujet qui est un petit peu chaud. Alors là, non, alors il faut surtout pas mettre de l'argent là-dedans. On va interdire les films de Polanski à la télévision. Alors on va interdire. Pourquoi on n'interdit pas Woody Allen? Ça reste un grand cinéaste. Voilà. Et pourquoi on n'interdit pas Woody Allen alors à ce moment-là? Et pourquoi on a encore le droit? Woody Allen a des problèmes aussi. Voilà. Non, mais justement, on a encore le droit de lire Céline. On a encore le droit d'abord. Woody Allen n'est pas distribué aux États-Unis, notamment. Voilà, mais je suis pourtant plutôt pro-américain, mais je trouve, heureusement, je suis content de vivre en France et pas aux États-Unis. Totalement scandaleux que ce type, et sa carrière soit finie. C'est un énorme cinéaste, et on peut, j'espère encore, à l'heure actuelle, en France en tout cas, faire la distinction entre une œuvre et son créateur. Qui veut répondre? Céline est une ordure, mais Mort à crédit, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est... Anne-Charlène Bézina, parole à une femme. Alors voilà, parole à une femme. Je pense que je vais être toute désignée pour être contre, tout contre Jean-Charles. La question, à mon avis, est très vite dévoyée. Je suis d'accord avec toi sur la question de l'œuvre, le boycott du film. Il y a des costumières, des éclairagistes, il y a des gens qui ont travaillé, il y a des acteurs qui sont formidables dans ce film, il y a un sujet passionnant, il y a un très bon réalisateur. Ça, on le met de côté. Néanmoins, sur le principe de la culture du viol, sur l'affaire Adèle Haenel, moi, je crois pas qu'on soit complètement dans la même logique que le MeToo, parce que j'ai l'impression que on est en train aujourd'hui d'essayer de parler d'une affaire du siècle, en quelque sorte, avec ces procès climatiques, etc. On essaye maintenant de changer les mentalités. Alors, je suis d'accord avec toi sur les principes de justice, sur les droits de la défense, sur la présomption d'innocence, sur le secret de l'instruction. On en a déjà parlé de cette société BFM qui devient un peu dangereuse. Mais est-ce qu'il ne faut pas finalement qu'un changement des mentalités précède le changement des législations? Ça, moi, c'est plutôt mon point de vue. Et je pense que sur le changement des mentalités, c'est important que la parole se libère. Alors, on l'a vu malheureusement avec Balance ton porc, il y a évidemment beaucoup d'excès. Mais est-ce que ça n'est pas préférable de mettre sur le devant de la scène les problèmes que les femmes rencontrent? Aussi, voilà, parce qu'il y a eu
Pendant longtemps, les femmes qui disaient j'ai été violée, même les policiers, enfin, personne n'en tenait compte. Exactement. Donc, et il faut savoir que judiciairement, c'est encore quelque chose qui est très loin d'être satisfaisant. Absolument. C'est pas facile. Enfin, exactement. Et c'est un processus qui psychologiquement mériterait d'être mieux analysé. Et c'est là que peut-être les médias ont une forme de responsabilité à avoir aussi, parce que exploiter les souffrances des gens pour faire du chiffre, c'est évidemment dramatique. Mais je pense que psychologiquement, voilà, justement, des spécialistes, des psychiatres, des psychologues ont étudié ce phénomène, et il y a une parole qui se libère avec le temps aussi. Donc, c'est peut-être bien que des événements qui sont juridiquement prescrits soient quand même mis sur le devant de la scène, qu'on ait des femmes qui osent parler. Le milieu du cinéma étant justement particulièrement depuis l'affaire Weinstein, voilà, on a vu combien particulièrement exposé. Alors après, qui est dans le consenti ou pas, est-ce que c'est pas facile un petit peu aujourd'hui de faire ça? Néanmoins, sur Polanski, moi je crois qu'il y a un moment où le soutien doit quand même franchement s'arrêter. On a des poursuites si vous voulez que le soutien s'arrête, n'allez pas voir le film, mais laissez-nous aller le voir, c'est tout. Moi, je vais d'ailleurs aller voir le film. Je n'ai pas dit ça. Vous pouvez lui faire dire ce qu'elle n'a pas dit, mais je n'ai pas dit ça. Et j'irai moi-même voir le film. Je trouve que le sujet est passionnant, mais je pense qu'il y a peut-être un moment où il faut que les pouvoirs publics français osent prendre leurs responsabilités en déjà initiant des procédures quand il y en a besoin, en écoutant ce qui a été dit, et peut-être, bon, alors l'extradition pour motif politique, je veux bien, mais il y a un moment où la protection de ce monsieur devient quand même profondément problématique avec ce qu'il peut faire, sachant qu'en plus, si on le laisse tourner, étant donné qu'il y a toujours ce parallèle avec le Pygmalion, c'est ce qu'a fait exactement le réalisateur dans l'affaire Aden Enel, ils utilisent aussi cette aura artistique pour avoir une forme d'abus de position dominante sur une jeune femme, et apparemment, en plus elles sont jeunes, plus ça peut être risqué. Donc, lui donner les moyens, malheureusement, de réaliser ce pourquoi il a un talent, c'est aussi l'aider dans son vice. Donc, il y a quand même une mesure à trouver là-dedans, à mon sens. C'est pas un prof de droit que je devrais dire ça, mais occupons-nous de l'affaire Adèle Haenel, qui n'est pas prescrite, et où il peut y avoir une instruction, il peut y avoir un procès, il peut y avoir un jugement. Elle n'a pas porté l'affaire devant la justice, alors le parquet s'est saisi. Là, on aura un véritable cas. Stéphane Manson, c'est un vieux problème aussi, enfin, qu'on avait beaucoup abordé avec Louis Ferdinand Céline, notamment. Est-ce qu'il faut séparer l'œuvre et l'auteur? La réponse est oui. Ouais. Ah oui, pour moi. Enfin, on peut tourner ça dans tous les sens, et chacun a son opinion. Mais évidemment, l'œuvre n'est pas l'auteur, même si l'œuvre est une partie de l'auteur. Et l'auteur n'est pas nécessairement non plus le citoyen. Alors certains soupçonnent d'ailleurs Polanski de dire j'ai tourné J'accuse parce que je suis une sorte de Dreyfus. Ça va trop loin. Enfin, si c'est ça, c'est un voilà. Enfin, je crois qu'il a l'esprit quand même. D'ailleurs, mais je le crois pas. Mais enfin, il y a Jean-Charles le disait. Moi, j'ai une liberté de spectateur. Je suis libre ou pas. Je suis libre d'aller voir ou pas une œuvre qui jusqu'à présent n'a pas été proscrite, interdite, censurée, et heureusement encore. Et cette liberté, je dois pouvoir l'utiliser. Et ceci dit, je ne suis pas complice, je ne suis pas criminel, je ne suis pas violeur en allant acheter une place de cinéma pour voir ce film. Je n'ai pas à me substituer à l'institution judiciaire qui est seule compétente pour statuer sur ces questions-là. Alors, par ailleurs, et vous l'avez dit, Anne-Charlène, vous avez entièrement raison, enfin, tout cela sort. Enfin, la parole se libère. Enfin, on porte un regard un peu plus avec l'acuité nécessaire sur ces questions qui sont fondamentales. Avec quelquefois quelques excès. Quand je vois ce pauvre Pierre Jox, alors qui a près de 90 ans et que maintenant on va accuser parce qu'il a dit à une de ses stagiaires qu'elle avait de belles fesses. Enfin, je veux dire, est-ce que tout ça ne va pas un peu loin? Non, c'est vrai que si vous voulez tuer quelqu'un aujourd'hui, vous l'accusez de... Alors, il l'a fait, ou s'il l'a fait, il l'a fait. Mais s'il ne l'a pas fait, c'est vrai que médiatiquement, il est mort. Une de vos étudiantes vous accuse de lui avoir dit qu'elle avait des beaux seins, c'est fini. Mauvaise idée. C'est fini. mais en 10 minutes, vous serez... Cela dit, on risque d'arriver à la situation américaine où on ne prend pas l'ascenseur avec une étudiante, où les portes sont toujours ouvertes, et c'est vrai que c'est ça... Cela dit, les situations américaines finissent toujours par arriver en policier. On prend ce qu'il y a de pire. Voilà, ce qu'il y a de pire, oui. Mais moi, ce que je me demande, c'est finalement pourquoi
on veut collectiviser la morale un peu. Moi, c'est ça qui me gêne profondément. Et tu parlais d'extrémistes féministes. Je suis pas forcément d'accord avec ton terme, mais tu me le permettras. Néanmoins, je crois que c'est vrai qu'il y a maintenant cette idée que il faut boycotter les gens, il faut manger de telle et telle manière, les boucheries c'est mal, les petits chatons c'est bien, et c'est dommage. Je pense que la morale c'est quelque chose de profondément individuel. Toutes les législations de moralisation sont fumeuses, ne servent à rien, il faut le dire. Néanmoins, quant à savoir si on peut vraiment séparer une œuvre de son auteur, moi je crois que si on étudie là aussi le processus psychologique, c'est pas complètement possible. On a besoin d'admirer quand même la personne pour laquelle on a envie d'avoir un sentiment affectif à ce moment-là. Est une sorte de salaud sur beaucoup de ses écrits. Il est un écrivain génial, non ? Oui. Est-ce qu'on a forcément envie d'aller se confronter à l'œuvre de quelqu'un qu'on n'a pas envie d'admirer ? Moi, je supporte pas personnellement d'entendre chanter Bertrand Cantat parce que j'ai ces images qui me viennent. Et voilà. Encore que certains vous diront, lui, au moins, il a payé. Voilà, mais bon, et encore payé. Voilà, les choses se discutent. Mais il y a été condamné. Il a fait. Voilà, il y a une morale qui peut être différente pour chacun. Moi, j'ai du mal. Certains pourront y arriver. Voilà, ça dépend, à mon avis, du fort intérieur. Et je pense qu'il faut essayer d'arrêter de dire qu'il y a des choses qu'il faut et des choses qu'il ne faut pas. Voilà, chacun voit midi à sa porte sur cette question. Néanmoins, là-dessus, je te rejoins complètement sur les poursuites, sur ce qu'il faut juridiciser de cette question. Il y a évidemment une question à se poser de société. Et sur ce monsieur, peut-être aussi en arriver à sa propre responsabilité et à ce que la voix de son petit diable se réveille. C'est ce que disait un grand sociologue, c'est-à-dire que les sociétés ont besoin de boucs émissaires. Et on est aussi, non, dans ce phénomène-là, un peu. Hein, on va peut-être passer à un débat aussi. Il y a eu cette marche contre l'islamophobie, c'est le débat, est-ce qu'il fallait marcher ou pas ? Alors, oui, on a bien vu que beaucoup de gens, même qui étaient favorables à dire, après tout, on peut laisser les gens porter le voile, etc., il ne faut pas stigmatiser les musulmans, même beaucoup de gens, et notamment à gauche, ont été très gênés par rapport à cette marche, non ? La totalité des hommes politiques, c'est tout à l'honneur Sauf Mélenchon. Du personnel politique français, tout le monde s'est abstenu de participer à cette manifestation, mis à part Jean-Luc Mélenchon et ses sbires. Et encore, la France Insoumise était très divisée sur ce sujet. Enfin, très très divisée, sauf. Si, il y a beaucoup de députés qui ne se font pas aller. Oui, mais enfin, ils ont quand même laissé. Ils ont quand même laissé. Ça s'appelle celui qui a dit moi j'ai foot le dimanche. Voilà. Il avait gaufre au moment où il a signé, il avait foot au moment de la manifestation. Il est tout à fait dommage que la sénatrice France Insoumise, qui a passé toute la manifestation à côté d'une petite fille de 5 ans avec une étoile jaune greffée sur son manteau. Voilà. Oui, Europe Écologie, elle n'est pas du tout France Insoumise. Pardon, oui, enfin, c'est totalement scandaleux. Qui est par ailleurs une bonne historienne. Qui était directrice de recherche au CNRS, chargée de. Elle est spécialiste de l'histoire du judaïsme. Du judaïsme, oui, absolument. Donc, elle sait ce que c'est. Ça faisait une étoile jaune. Non, mais voilà, on marche sur la tête, quoi. Enfin, je veux dire, et puis, sur le sens de la manifestation, moi, je crois que tous les politiques se sont abstenus. Ils auraient dû tous le faire, notamment parce qu'on ne maîtrisait pas bien qui était derrière. Et je pense que c'est toujours le risque avec. Contre l'islamophobie, c'est toujours le risque qui est quand même un mouvement très lié aux frères musulmans, etc. Tout à fait d'accord avec cela. Ouais, c'est que malheureusement pour le sujet qui est parce que le sujet n'est pas tout ce qui peut amener à mieux respecter le vivre ensemble et à parler de questions collectives et de nations, c'est une bonne chose. Néanmoins, c'est toujours le risque avec une manifestation, c'est de savoir qui finalement l'orchestre. Et là, on était franchement pas sûr du début, de la fin, de l'initiative. Donc, je pense qu'il aurait fallu. Pour le vivre ensemble, le fait de hurler Allah Akbar dans les rues de Paris soit quelque chose qui va faire progresser le vivre ensemble. Là encore, je parlais de récupération et je pense que justement, elle a été récupérée et que c'est dommage, mais sur le sujet lui-même, je parlais du sujet, je pense que le sujet en tant que tel, on gagnerait quand même à se le poser, notamment sur la question de l'ordre public, de savoir comment est-ce qu'on peut arriver à
vivre avec une pluralité de religions et avec des personnes qui se sentent également respectées et également représentées en arrivant à poser même des questions qui fâchent. Est-ce qu'on peut discuter de la question du voile aujourd'hui sans que ça devienne un passionnariat? Non, je ne crois pas. Donc, il y a des choses à poser. Comment est-ce qu'on peut vivre avec toutes ces religions? Simplement en regardant la religion comme un truc intime et personnel, en n'en faisant pas étalage 24 heures sur 24. C'est tout. La solution, elle est toute simple. Donc, pas de voile, pas de signe, pas de kippa sur la tête, pas de crucifix autour du cou de 3 mètres de circonférence. Voilà, c'est tout. Non, mais on parle beaucoup de laïcité, mais c'est vrai que beaucoup de juifs, il y a encore aujourd'hui, c'est compliqué de vivre en France aujourd'hui. Des musulmans peuvent le dire aujourd'hui. C'est vrai que ça pose aussi un problème. La laïcité, c'est aussi le respect des religions, non? C'est la liberté. La liberté. La laïcité, c'est l'article 1er de la loi, et qui d'ailleurs est constitutionnalisé. C'est le respect pour chacun de pratiquer la religion de son choix ou de n'en pratiquer aucune. J'ai quand même le sentiment que l'antisémitisme est quand même beaucoup plus basé sur le rejet d'un groupe, on ne peut pas dire le mot race, mais que sur la religion juive en elle-même. L'antisémitisme d'aujourd'hui n'est pas l'antisémitisme de l'affaire Dreyfus. Pour revenir au sujet précédent, ça c'est d'accord. Puis après, il y a une question de mots. Mais c'est violent. C'est de la violence quand même, ça signifie qu'on n'arrive pas à cohabiter, donc il y a un problème. Évidemment, je ne suis pas du tout en train de... Regardez ce qui s'était passé à Créteil, etc. Il y a même plus d'actes antisémites que d'actes anti-musulmans. C'est pour ça que je dis ça peut avoir avec la religion. Oui, bien sûr. Donc, mais ne mélangeons pas les deux choses. Religion, manière d'être, manière de vivre, toutes les questions méritent, à mon avis, d'être posées. Et moi, je le vois en tant que... Et toi aussi, bien sûr, en tant que chargé d'enseignement en droit administratif, les concepts d'ordre public, d'intérêt général, aujourd'hui, sont de plus en plus marginalisés, ostracisés, parce qu'on a du mal. Dès qu'on en arrive à poser la question du fonds commun, finalement, on se rend compte qu'il n'y en a plus. On est en train de se diviser. Je trouve que le discours de Gérard Collomb, en quittant le ministère de l'Intérieur, en disant qu'il a peur pour l'avenir de la République, est quand même quelque chose dont on n'a pas forcément pris la mesure à l'heure actuelle. C'est qu'il est impossible de retrouver... à part dans les moments de Coupe du Monde, et encore avec l'affaire Benalla, on a pu avoir ce plaisir pendant 4 journées et 5 nuits. Dès que le bus a descendu les Champs-Élysées, c'était fini. Voilà, donc c'est un peu... Voilà, c'est vous voulez qu'on se rassemble? Allons-y. Ah bah c'est l'hommage, c'est Poupou. Alors, la mort de Raymond Poulidor, évidemment, non, ça nous rassemble tous quand même, non? Alors moi, je ne l'ai pas connu. Je suis un peu triste de tout ça, mais j'en ai entendu parler comme de l'éternel second. Voilà. Oui, mais oui, à côté de Limoges. Oui. Non, c'est vrai que c'est une histoire assez extraordinaire, parce que non seulement il n'a jamais gagné le maillot jaune, il ne l'a jamais porté. Je me souviens d'une émission que j'avais faite avec lui, où il racontait qu'un jour, il allait la voir, et c'était à Monaco, et alors, il y avait 2 tours de piste, et il avait dit, malheureusement, j'ai sprinté au premier tour. Je ne savais pas qu'il y avait 2 tours. C'est extraordinaire. C'est ballot. Un accent belge, d'ailleurs. C'est belge corisien. Mais enfin, c'est un peu... l'imitation est un peu... Oui. Non, mais c'est pas mal. J'ai crevé. Mais c'est vrai que c'était un peu on en parlait tout à l'heure, l'éternel second, c'est pour ça qu'on l'aimait bien, et parce que c'est le brave type qui venait du fond de sa campagne dans Corrèze, etc., et puis qui a été porté sur le devant de la scène. Mais il a quand même gagné énormément de compétitions. Il n'a jamais gagné le Tour de France, c'est vrai. On avait l'impression d'ailleurs que c'était un peu... 3e que 2e, voire même plutôt 3e, c'était un peu le chat noir. Il lui arrivait tout le temps des trucs épouvantables. Et puis il n'a pas eu de chance, c'est-à-dire qu'il tombe sur Anctil, après il y a Merckx, et voilà. Il a gagné 189 courses cyclistes. Oui, absolument. Et il a gagné pas mal d'argent. C'est quand même l'éternel premier, quand même. Oui. C'est même assez... Je lisais dans le papier qui a été fait sur lui dans l'équipe. Quand il débute, c'est un amateur. Hein, et il y a un type qui le repère comme ça dans une course cycliste, qui dit il faut absolument l'engager comme professionnel. Donc il va négocier avec Monsieur Magne, qui était auvergnat, je crois, et lui il était limousin. Et il s'est pas laissé faire du tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris le salaire débutant il a négocié comme un dingue, alors qu'il n'était rien du tout. C'est quand même. Donc c'est vrai qu'il y avait un rapport à l'argent aussi qui était assez important. Mais cette
popularité, non, comme disait Blondin. Popularité. Popularité. Oui, l'idée de la France qui n'aime pas gagner, elle a changé un peu, non, celle-là, ou pas? Je sais pas, moi, en tout cas, monsieur, je suis plus âgé que Charlène, mais j'ai pas non plus connu, je suis pas un intime de Poulidor, donc j'étais un peu plus âgé. Mais moi, ce que ça me rappelle surtout au-delà de ces performances, c'est aussi l'époque des grands écrivains qui écrivaient très bien sur le cyclisme, que ce soit René Fallet, enfin c'était Blondin, qui étaient quand même des gens qui adoraient et qui écrivaient très bien sur le sport. Et voilà, c'est peut-être aussi, moi, c'est peut-être ça que je regrette plus que tout, parce qu'après, bon, je veux dire, c'est dommage, mais il avait un certain âge, etc. Mais c'est effectivement cette époque qui disparaît, cette façon de voir les choses, cette façon de les raconter. Effectivement, on est loin des chaînes d'infos, tout continue en 30 secondes, de dire, ah tiens, machin a pris son vélo, il a couru, il a gagné. Non, là, les types, Blondin, il faisait 12 feuillets sur chaque étape du Tour de France. Enfin, je veux dire, c'était fabuleux. Et puis, quand il pouvait. Quel grand écrivain. quand l'alcool ne l'en empêchait pas. Oui, mais l'alcool, l'attitude, parfois, lui montait à la tête. L'alcool l'empêchait assez peu. Assez peu, enfin, bon, de temps en temps, quand même. Je crois que c'est Charpie qui écrivait parfois des... Voilà, mais qui de temps en temps... Il devait y avoir quelques trucs à mettre en ordre. Il y avait un journaliste qui écrivait parfois à sa place. Un peu confus. Ce que je crois que ça démontre aussi, c'est ne serait-ce que par ce visage-là, c'est qu'on peut être heureux sans être gagnant. Et peut-être que ce qui explique un petit peu le malaise des étudiants aujourd'hui, enfin, moi je le perçois un petit peu plus dans cette jeunesse, c'est qu'il y a un petit peu de compétition dans tout. Il faut être le meilleur, le plus beau, avoir les plus belles vacances. Les réseaux sociaux minent beaucoup notre capacité à être heureux facilement, et je pense que là, voilà, on a une belle démonstration. On était plus insouciant probablement. Voilà, Anctil, il se piquait, il buvait du champagne, il baisait dans les étapes, et personne ne trouvait hardi. Revenons à ça. Revenons à ça. La saucisse d'Auvergne. Et voilà. Personne n'était là en train de nous dire Poulidor et son empreinte carbone. Quoi. Non, c'est vrai que c'était un temps béni. Eh bien, c'est sur ce mot vive la saucisse d'Auvergne que nous terminerons cette émission. Merci infiniment Charlotte Bézina, Stéphane Monson et Jean-Charles Lajoie. Et à très vite pour un nouveau PAF.